Rebonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette ultime table ronde des Aerospace Digital Days que nous enregistrons toujours ici dans le studio du Grand 7 à Colomiers. Alors pour terminer ces 2 jours d'échange, nous vous proposons de revenir maintenant sur les enjeux de la ville durable et sur l'apport des solutions basées sur les technologies spatiales et drones pour piloter les actions climatiques et la résilience territoriale. Avec une question, les solutions innovantes pour la ville durable et intelligente, quel levier pour faciliter l'achat public? Nous évoquerons donc l'outil de la commande publique innovante qui permet aux collectivités d'acheter des solutions opérationnelles parfois auprès de certains d'entre vous, mais aussi le rôle des centrales d'achat public généralistes qui permettent aux collectivités, toujours, d'effectuer des achats via une procédure simplifiée. C'est le cas de l'UGAP qui nous éclairera sur ce sujet. Je vous présente nos 4 invités et je vais commencer par vous, Agnès Plagneux-Bertrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Au pôle, on vous connaît bien puisque vous êtes l'ancienne présidente du pôle, mais vous êtes aujourd'hui adjointe au maire de Toulouse en charge des relations avec les acteurs économiques et vice-présidente de Toulouse Métropole pour l'aéronautique, le spatial et les plateformes aéroportuaires. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce décor qui doit vous rappeler quelques souvenirs. Merci. Pierre Nguyen, vous êtes expert technique, innovation et référent Smart City à l'UGAP. On y reviendra également. Aurélie Dehoucq, merci d'être avec nous également. Vous êtes présidente de l'entreprise IC. Vous nous expliquerez ce qu'est cette entreprise tout à l'heure. Et à vos côtés, Philippe Latte, délégué aux affaires spatiales chez Aerospace Valley. Tout le monde vous connaît également. Toutes les personnes qui sont connectées vous connaissent. Alors, pour commencer, pour planter le décor, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec quelques exemples de différentes applications spatiales et ou drones existantes pour accompagner les communes dans leur transition écologique pour une ville plus durable et plus intelligente. Car oui, les usages du spatial dans la vie des collectivités territoriales, c'est possible. La preuve en images tout de suite. Regardez. Bonjour, je suis Guillaume Balado, président de la société Vortex.io. Comment prévenir les risques d'inondation et assurer la sécurité des biens et des personnes? Alors aujourd'hui en France, parmi les différentes problématiques se situe celle de la résilience des territoires et de l'inertie liée à l'obtention des budgets dédiés au déploiement de solutions pour la prévention des populations sur ces mêmes territoires. De par son service clé en main, sa solution compacte, rapide à déployer et sa technologie de précision héritée de l'altimétrie satellitaire, la microstation Vortex.io a été labellisée Green Tech Innovation et permet à toute entité publique de contractualiser le service du même nom en gré à gré via le marché d'achat innovant dans une limite de 100 000 €. Ce service, qui est complémentaire aux actions menées par l'État en France depuis quelques années, permet d'apporter une réponse réactive, fiable et avec des coûts contenus aux mairies permettant de mettre en place à leur échelle une surveillance temps réel de leurs cours d'eau. Ainsi, nous avons mis en place ce service à l'échelle de différents syndicats et de différentes mairies en France, par exemple sur le bassin versant de l'Essonne et pour la mairie de Gardouche qui souhaitait mettre en place un service de surveillance temps réel des cours d'eau depuis le début de l'année 2021. Bonjour, je suis Richard Barré, président de la société Pickstart. Quels sont les outils disponibles pour accompagner la planification urbaine des villes de demain? Les villes de demain répondent à des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, avec parfois des changements brutaux. Il est important pour les politiques d'avoir accès à des données fiables, mises à jour régulièrement. C'est là toute l'utilité des services à base d'imagerie satellitaire que proposent des sociétés telles que Pickstart. Par exemple, nous avons offert à la région de Dakar, au Sénégal, un outil de suivi de l'expansion urbaine qui a permis de mettre en avant les communes qui subissent le plus de pression foncière. Nous avons aussi des outils qui permettent de faire des recherches de friches industrielles ou de mesurer l'utilisation des parkings aériens. De manière plus classique, nous pouvons visualiser et mesurer les trames vertes et bleues. Nous pouvons aller plus loin, comme nous l'avons fait avec la société Suez en Île-de-France, en mesurant la qualité des eaux au sein de la ville. Nous pouvons aussi mesurer l'impact des trames vertes et bleues sur les îlots de chaleur. Je vous conseille d'aller voir notre blog sur l'étude de cas de la ville de Bordeaux. On peut encore aller plus loin en mesurant des indicateurs de biomimétisme pour vérifier la ville de demain. Bonjour, je m'appelle Clément Murgue, je suis responsable du pôle environnement et aménagement du territoire à Terranis. Quels sont les outils disponibles pour accompagner les villes dans leur stratégie de végétalisation? Les décideurs et leurs équipes doivent trouver les bons outils pour développer des espaces de nature fonctionnels, en phase avec les objectifs de zéro artificialisation et les plans climat air énergie. Nous avons créé le service Green City pour cela, pour accompagner la transition écologique et la reconquête de la biodiversité en ville.
Notre solution s'attaque à 2 principaux verrous. Le manque d'informations exhaustives et récurrentes sur le patrimoine végétal et l'évaluation de son impact sur la biodiversité et le bien-être des populations. Notre observatoire Green City permet de visualiser des analyses spatialisées. On y trouve des données, des indicateurs que l'on manipule dans des tableaux de bord. Ils facilitent l'identification des leviers et zones d'action prioritaires et permettent de suivre l'évolution du territoire pour évaluer l'efficacité des mesures. Par exemple, le département de la Seine-Saint-Denis l'utilise pour élaborer sa stratégie de végétalisation. Nous avons récemment enrichi Green City grâce à nos partenariats sur la climatologie urbaine avec le CEREMA et avec l'entreprise IC sur la thématique biodiversité. Bien sûr, nous sommes disponibles pour vous en dire plus. Bonjour, donc Christophe Mazel, responsable programme de la société Air Marine, donc opérateur aérien. Quels sont les outils disponibles pour optimiser la rénovation énergétique? Donc Air Marine propose des moyens aériens pour collecter des informations thermiques sur les villes ou sur les infrastructures industrielles. Donc soit par des moyens avions qui permettent d'aller créer des cartes de la ville entière, donc surtout des toits, soit par des drones, donc à basse altitude pour une meilleure résolution et collecter des informations sur les façades ou sur les infrastructures industrielles. Sur la base de ces informations, on vient créer des cartes thermographiques qui permettent d'identifier les points chauds ou les déperditions. À l'issue de l'analyse de ces données, donc on produit un rapport normalisé et c'est ce qu'on a fait récemment donc sur la ville de Pau pour une partie de la ville et sur une partie de ses infrastructures. Bonjour, je suis Lucas Elisegui et je suis le Chief Marketing Officer chez Rubix. Quels outils pour mesurer la qualité des environnements dans les villes? La mission de Rubix est de faire du monde un endroit plus sûr, plus sain, en fournissant des solutions IoT de surveillance et d'analyse des environnements. Nous parlons d'intelligence environnementale. Par une approche biomimétique, nos technologies s'inspirent de l'homme puisque ce que nous faisons, c'est la digitalisation des sens humains. Nous développons des signatures mêlant les informations de différents capteurs afin de caractériser les environnements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. L'objectif, c'est non seulement d'identifier les sources de risques pour la santé, la sécurité, le bien-être, mais aussi aller plus loin et cartographier en temps réel les zones chaudes ou froides en termes de nuisances. Ces solutions, que nous déployons sur des éléments fixes ou mobiles, candélabres, bus, drones par exemple, comme nous avons pu le faire dans la ville de Riga en Lettonie, permettent de comprendre et qualifier les environnements sur l'aspect qualité de l'air, pollution, mais aussi nuisances olfactives, sonores ou vibratoires. Nous améliorons donc les conditions environnementales, mais aussi les processus tels que transport en commun ou schéma d'urbanisation par exemple. Bien, merci à tous et à toutes ces entreprises qui, je le précise, sont toutes membres du pôle Aerospace Valley. Agnès Plagneux-Bertrand, je me retourne vers vous d'abord pour une première réaction. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir ? Alors, je suis assez rassurée parce que j'en connais pratiquement toutes. Je les connais pratiquement toutes et je les ai pratiquement reçues à la métropole. Donc, je suis assez rassurée sur le fait que je ne me tiens pas trop à distance de tous ces secteurs extrêmement prometteurs. Alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'on voit des possibilités considérables, très pointues, très précises, notamment quand on prend Terranis là, sur l'analyse de la végétalisation, c'est juste un exemple, hein, c'est pas, je pense qu'on pourrait trouver des exemples dans les autres entreprises également, mais le niveau de précision qu'ils sont capables d'offrir va carrément, je pense, pas loin à l'arbre près, c'est-à-dire on arrive à compter, voilà. Donc on est quand même époustouflé par la qualité, la précision, le niveau de prestations qui peut être fourni grâce à tous ces projets. Et ce qu'on se dit, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus répandus? Parce que l'enjeu de la végétalisation dans les villes, je pense que ça ne vous a pas échappé dans les précédentes élections qui ont eu lieu il y a juste un an. Tous les candidats étaient sur ce registre-là. Et moi, je vais planter tant d'arbres. Il y a des gens qui ont dit moi, j'ai tant d'habitants, je vais planter un arbre par habitant. Enfin, voilà. C'est un enjeu considérable. Donc, on voit bien qu'ils sont tout à fait pertinents par rapport à la problématique, une des problématiques que se posent les métropoles. Donc oui, je pense qu'il y a de la pertinence, de la précision. On est à des outils qui sont fiables, qui correspondent aux besoins des métropoles. Et malgré tout, pour faire rentrer Terranis
comme un des fournisseurs finalement d'informations dont aurait besoin la métropole, je me suis mouillé la chemise, quoi. Alors, je n'ai pas d'action chez Terranis, hein, je préviens tout de suite, je ne fais pas de mélange des genres. Mais il a vraiment fallu que je prenne des rendez-vous, que j'insiste, que je dise 1 fois, 2 fois, 3 fois, on remettait le rendez-vous, etc. Parce qu'en fait... Pourquoi c'est compliqué? C'est très compliqué. C'est compliqué, oui, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je pense qu'il y a un décalage entre la pertinence de l'offre, qui est indéniable, et la maturation de la demande. Voilà. Je pense qu'effectivement, les gens qui sont amenés à travailler sur les thématiques auxquelles ces entreprises peuvent répondre sont, pour un certain nombre d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, débordés. Enfin, quand on travaille dans l'urbanisme, par exemple, comme dans une ville comme Toulouse, vous imaginez la quantité de sujets, les demandes qu'il y a sur la voirie, sur l'aménagement, sur la création de nouveaux axes, sur faut mettre les vélos, etc. Moi, quand je fais des demandes auprès de ces services-là, ils me disent « Ah ouais, c'est vachement intéressant ce que tu nous dis ». Alors là, tu vois, on a à traiter tout ça, là. Il faut qu'on réponde, donc faire entrer... Si vous voulez, le langage, il y a visiblement une différence entre ce qui est capable d'absorber en termes d'innovation, parce que ça représente, voilà, on fait abstraction de ce qu'on fait, on ouvre les chakras, on se dit, bah tiens, c'est une question finalement qu'on ne s'était pas trop posée, c'est un besoin qu'on n'avait pas, eh bien on va quand même s'y intéresser et voir comment on peut faire un bout de chemin ensemble. Vous voyez, ça mérite, ça demande quand même une volonté un peu exceptionnelle et de sortir un peu du champ. Enfin, je sais pas, imaginez juste les gens qui font des avions, enfin, c'est tout assez comparable. Hein. Vous avez une petite boîte qui frappe à la porte, ah, je vais pouvoir vous trouver une solution super innovante pour faire... la probabilité pour que vous soyez écouté quand vous êtes une petite boîte qui arrive comme ça, un peu de nulle part, qui est très sérieuse, enfin il n'y a pas de sujet là-dessus, mais qui vient un peu bouleverser le quotidien, le rythme assez effréné que doivent tenir les gens qui ont ces responsabilités-là. Franchement, c'est pas simple, quoi. Voilà, c'est pas simple. Donc ça, c'est le constat. Est-ce qu'il y a des solutions, des choses qui sont mises en œuvre pour essayer de faciliter cette relation? Et est-ce que les difficultés de cette relation ne sont pas aussi liées à la technicité des propositions qu'on propose? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Alors, on a fait, avec les services de la métropole, hein, une démarche justement pour pouvoir réaliser des achats innovants. Donc c'est Challenge Innovation, on a identifié plusieurs thèmes, donc il y avait effectivement des thèmes sur les solutions du spatial, il y avait des thèmes sur, on a fait un tout venant, un peu dans lequel on a mis les projets un peu inclassables. Enfin voilà, on a identifié plusieurs thématiques, il y avait 4 ou 5 challenges innovation, avec des cahiers des charges assez simples, des montants relativement ouverts, hein, ça pouvait, voilà, les commandes pouvaient aller de 20 000 à 120 000 euros, les proportions de financement pouvaient aller de, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quasiment de 100%, donc on achète le produit à une participation pour un développement de produits futurs. Donc quelque chose de très souple, de très ouvert, voilà. Mais quelque part, il a fallu que les personnes qui se sont occupées, en l'occurrence Caroline Lapellerie à la métropole, elle a passé son temps à tirer la manche des uns, tirer la manche des autres. Bon, alors voilà, on regarde, rien que pour que les élus participent, parce qu'ils avaient tous plein de choses à faire, au jury, en disant ça on n'aime pas, ça on trouve que ça correspond à nos besoins, etc. Elle a vraiment mis de l'énergie, ça a marché, hein, puisque donc on a permis notamment, enfin, un certain nombre d'entreprises que vous venez de présenter ont été retenues, avec effectivement une perspective de commande à la clé, avec un démonstrateur pouvant être présenté. Mais ça a demandé une démarche volontariste, de l'énergie. Il fallait voilà, tirer un peu tout le monde par la manche et on a fini par arriver à ça. Mais ça représente toujours quelque chose qui consiste à dire bon ben, on est dans une démarche où on va accepter l'innovation, on va tester l'innovation, mais c'est un peu, alors je mets plein de guillemets parce que je veux surtout offenser personne, hein,
mais c'est un peu pour faire plaisir, quoi. D'accord. C'est un peu pour faire plaisir, c'est un peu parce qu'on se dit « Ah, on a quand même des sacrées jolies boîtes là à Toulouse ». Moi, j'essaye chaque fois de leur dire, vous savez, quand ils vont vendre leurs produits à Oslo ou à New York, etc., et qu'on leur dit « Ah bon, mais la ville dans laquelle vous êtes, elle a adopté votre produit ». Ah bah non, vous voyez, ça fait désordre. Alors, ça, ils entendent. Ils disent « Bah oui, on va quand même faire quelque chose ». Mais on a un peu l'impression que, voilà, c'est un peu pour faire plaisir. Voilà. On n'est pas encore dans l'enthousiasme qui consiste à dire « Ah ouais, là, on a la solution du millénaire, c'est formidable, on va tout résoudre avec ça. ». Enfin, vous voyez, on est encore dans quelque chose qui rentre par la petite porte. Et est-ce que vous avez déjà identifié ce qui pourrait faire évoluer cette situation ? Alors, je vais discuter avec mon voisin de l'UGAP. Oui. Il me semble, alors encore une fois, je le dis avec mon bon sens, hein, je n'ai pas vraiment réfléchi à la manière dont on pourrait vraiment organiser ça mieux, mais il me semble qu'il y a déjà un premier écueil qui est que quand vous êtes à la manœuvre, vous avez une mission, hein, encore une fois, vous devez traiter l'urbanisme, la voirie, etc. C'est des problèmes quasiment quotidiens, colossaux, énormes, voilà. Vous avez un petit peu peur, parce que vous n'êtes pas un spécialiste de ces thématiques, hein. Vous avez aussi un petit peu peur de voir sans arrêt frapper à la porte des gens « Ah oui, mais moi j'ai un produit super bien ». Et vous êtes dans l'incapacité de dire « Ah oui, ce produit-là, vraiment c'est super, ça va me résoudre tous mes problèmes. Et ce produit-là, je vais l'essayer, mais ça ne va jamais marcher ». On a un petit peu aussi le complexe des avions renifleurs. Alors vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais on a tous été un petit peu marqués par ça, avec des gens qui vous font des promesses techniques qui sont irréaliste et complètement folle, voilà, foutraque. Ouais. Alors, les gens, si vous voulez, disent, on veut bien les écouter, mais on veut être sûr que ce n'est pas des choses irréalistes, quoi. Alors, il y a déjà besoin, du coup, d'un intermédiaire, d'un tiers qui puisse, d'un tiers de confiance, qui puisse dire, oui, moi j'ai testé, c'est sérieux, la boîte est sérieuse, elle est pérenne. Je prenais l'exemple des avions, oui, dans lesquels on a beaucoup de mal aussi à faire rentrer les startups parce qu'on a toujours peur, quand on s'appuie sur une technologie particulière, de se dire « Ah oui, mais si dans 6 mois, la boîte, elle n'est plus là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, il y a, à mon avis, il est nécessaire d'avoir un tiers de confiance et aussi pour que la relation entre l'élu ou les services ne soit pas directe avec l'entreprise parce que l'entreprise a peur, enfin l'entreprise, la collectivité, pardon, a peur aussi que ça lui prenne trop de temps, qu'après, humainement, elle ait du mal à dire « Ah, vous savez, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'y connais rien, je ne peux pas vous répondre. » Il y a aussi politiquement, c'est compliqué aussi, parce que quand on est un élu, on ne peut pas dire à l'entreprise « Bon, écoutez, franchement, ce que vous me proposez, j'en ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. » Ça peut arriver, pourtant. Alors, ça peut, on ne peut pas... Oui. Et donc... Aussi, mais moi j'ai travaillé chez Airbus, hein, on avait un service qui était, enfin on avait dédié un département qui faisait justement tout ce qui était détection d'innovation au sein de l'écosystème et qui avait un petit peu ce rôle de tiers dans lequel on disait voilà, on qualifie, on accompagne l'entreprise pendant un certain temps pour vraiment tester les solutions, pour voir comment on pourrait intégrer ça dans les activités classiques que nous avons. Et ensuite, on fait un travail un peu collectif parce que là aussi, les besoins les besoins de Toulouse sont à mon avis les mêmes que ceux sur certaines thématiques, que ceux de Lyon, que ceux de Nice, que ceux de toutes les grandes villes qui atteignent un certain niveau et qui ont des problématiques assez voisines, quoi. Et donc là aussi, c'est intéressant, mais je pense que monsieur va pouvoir nous expliquer un peu, nous éclairer, parce que c'est des fonctions, je pense, qui sont assez nouvelles, hein, l'UGAP. Je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience du fait qu'on a intérêt à s'intéresser à ces nouvelles technologies, que c'est un moyen pour nous de gagner du temps, gagner en efficacité, gagner en crédibilité aussi, hein, quand on va effectivement, par exemple, je prends le fait de planter les arbres, de verdir, de désimperméabiliser les sols. Voilà, on fait un état des lieux au début du mandat, on fait un état des lieux 2 ans après, puis un état des lieux 4 ans après, puis un état des lieux à la fin du mandat.
Et là, c'est mathématique, quoi. Hein. On fait la somme, voilà, plus, combien, moins, combien. On était là au début, on est là à la fin. C'est incontestable parce que, bien évidemment, politiquement, on peut toujours un peu déborder en disant oui, vous avez planté, oui, mais machin. Là, au moins, il n'y a pas de sujet. On mesure, c'est clair et net, c'est objectif. Et on voit bien que tout le monde a les mêmes problématiques, donc d'où l'intérêt de mutualiser. Et moi, quand on avait parlé un petit peu ensemble lors de la préparation, je m'étais dit, ce qui serait intéressant, c'est de créer des réseaux d'entreprises qui puissent dire ensemble, oui. Voilà, nous, on a tous besoin de ça, et on a des gens qui nous aident à mieux challenger les propositions qui nous sont faites, à faire aussi des expressions de cahier des charges, parce que moi, j'ai entendu souvent des élus me dire « Ah oui, c'est intéressant, sauf que ça ne correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin ». Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait semblablement, là aussi, un décalage. Voilà, on avait mon collègue qui s'occupe des vélos. Il dit, moi, j'aimerais pouvoir mettre des systèmes où on fait des garages à vélos, mais qui prend une place de parking. Et il a dit, tout ce que tu me proposes, c'était bien au-delà d'une place de parking. Donc, tu vois, je te demande ça, tu me proposes plein d'autres choses super innovantes, mais ça ne correspond pas du tout à mon besoin. Ouais. Voyez. Donc le cahier des charges et la définition du cahier des charges. Exactement. Et il faut que ce soit fait par des gens, entre guillemets, un peu extérieurs, parce que la gestion au quotidien du travail d'une métropole, c'est aussi beaucoup de travail et les gens n'ont pas du temps libre, n'ont pas forcément la compétence pour pouvoir intégrer tout ça. Or, on voit bien que ce serait intéressant qu'on y parvienne. Je retiens ce tiers de confiance et cette formulation que vous nous avez donnée. Alors, vous vous êtes retourné plusieurs fois vers Pierre Nguyen, on va lui donner du coup la parole. Pierre, expert technique, innovation et référent Smart City. Une réaction à ce que vient de dire Agnès Plagnot-Bertrand? Je pense qu'il y a une notion qui n'a pas été évoquée, c'est la notion de risque, qui est liée parfaitement à celle de l'innovation. Lorsqu'on développe une innovation, il y a déjà un premier niveau de risque qui est celui que prend le chef d'entreprise, de développer une innovation, un nouveau produit. Il ne sait pas s'il va réussir à trouver la solution. Donc ça a été évoqué, voilà, on a une problématique, celle des places de parking, des places de vélo, et on a développé un produit qui ne correspond pas à la demande. Ça, c'est un premier niveau. Et une fois, même si on a réussi à développer ce qui correspondait finalement à la demande, on se confronte à un deuxième niveau de risque qui est le risque commercial. On ne sait pas si ça va être accepté par le marché ou pas. Donc effectivement, je pense que c'est une notion qui a été que l'on n'a pas abordée jusqu'à présent, mais qui mérite effectivement d'être un peu plus développée. Alors on va oui, allez-y. Effectivement, ce risque-là, c'est généralement pas l'acheteur public qui le prend, même s'il le prend de temps en temps, mais c'est en premier lieu le chef d'entreprise qui le prend. Parce que le chef d'entreprise qui a mis, on va dire, toutes ses économies, d'une certaine manière, dans son aventure entrepreneuriale, finalement, c'est lui qui sera le premier, on va dire, impacté si son produit ne marche pas sur le marché. Ça ne marche pas, bien sûr. Alors, on a une chef d'entreprise avec nous sur ce plateau. Alors, moi, on a eu le point de vue de la collectivité. On reviendra avec vous, Monsieur Nguyen, sur l'UGAP et sur ce que vous faites précisément. Mais je voudrais donner la parole à Aurélie Duhoucq, présidente de l'entreprise ICI. Alors, avant de vous faire réagir sur ce qu'a dit Madame Plagnot, peut-être présentez-nous ICI. Ici, c'est plus une start-up, c'est plus une toute jeune entreprise non plus. C'est une entreprise qui va fêter ses 7 ans cet été. D'accord. Qui est spécialisée dans l'usage de la data satellite, les applications spatiales, pour les sujets environnementaux, et en premier lieu, l'eau, la biodiversité et le littoral. D'accord. Les fondatrices, on est océanographe littoraliste de métier, issu d'un essaimage de l'Université de Bordeaux. C'est intéressant pour la trajectoire qu'on a pu, que le pôle a accompagné aussi dans le projet d'incubation, finalement, sur les pré-années, jusqu'à finalement la création de la start-up, et puis aujourd'hui qui est devenue une entreprise, certaine entreprise, certes encore de petite taille, mais qui est effectivement bien installée sur son marché. Mais dont les clients sont pour la plupart des collectivités. Exactement, oui, tout à fait. Et pour rebondir, oui, alors collectivité, alors pour illustrer très concrètement, par exemple, ce qu'on fait et ce qu'on offre, aujourd'hui, on parlait de biodiversité. J'entendais nos collègues de Terranis évoquer le sujet de la biodiversité par le spatial. Eh bien, finalement, c'est aujourd'hui le marché le plus porteur pour ICI. Ce marché de la biodiversité, il est assez prégnant en France et en Europe. Il y a des enjeux réglementaires comme sur l'eau, mais de gérer nos espaces naturels. Et puis au-delà de ça, on voit que pour nos villes aussi, cet enjeu biodiversité, il est au cœur d'adaptation des villes, finalement au changement climatique. Et donc aujourd'hui, et je pense que c'est aussi la clé du succès de nos produits basés sur des technos satellitaires.
c'est qu'on est en approche directe, finalement, non pas des élus, mais des services techniques et des métiers. Ah ben c'est peut-être ça, le tiers de confiance, finalement. Et exactement, je rebondirai aussi là-dessus. Ces métiers, ces services techniques, on se parle d'équivalent à équivalent. On est des scientifiques, alors dans les services techniques, on retrouve quand même beaucoup de scientifiques, de formation académique. Et finalement, on se comprend et on est en capacité, finalement, de poser le produit sur la table, le service sur la table, qui soit basé ou non qu'il y ait de la donnée SAT dedans, mais qui réponde bien aux besoins actuels du service technique. Parce que vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez bien dit, moi, j'ai pas eu de problème avec les collectivités. En fait, je suis pas passée par la porte, je suis passée par la fenêtre, à savoir les services techniques. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, finalement. C'est vrai qu'on ne parle jamais aux élus. J'ai jamais eu l'occasion de parler à Agnès de nos produits. C'est l'occasion, mais après la table ronde. Il n'y a pas beaucoup de maires, mais ça va venir peut-être. Mais c'est vrai qu'on s'adresse, quand on parle de biodiversité, il y a un marché, c'est celui par exemple de Natura 2000. En France, il y a un peu moins de 2000 sites Natura 2000 et il faut rapporter à l'Europe l'état de conservation de ces sites Natura 2000 tous les 6 ans. Et donc, il y a un marché réglementaire, c'est la cartographie de la biodiversité sur les sites Natura 2000. Et nous, on s'est ancré sur ce marché réglementaire. Et donc, on adresse... par une approche très classique, de petits pas, on tape à la porte des collectivités, des toutes petites collectivités qui ont la compétence biodiversité. Je ne parle pas de nos grandes métropoles. Et les unes après les autres, effectivement, on va les voir pour leur montrer les bénéfices, la valeur ajoutée de travailler avec une approche satellitaire plutôt qu'avec une approche traditionnelle. Mais c'est sans doute, et vous avez donné une partie de la réponse dans ce que vous venez de dire, finalement, avec les petites collectivités, c'est peut-être plus simple par rapport à ce que disait Mme Blénaud. Et pourtant, elles ont moins d'argent. Oui. Et je rebondis sur tiers de confiance, c'est tout à fait exact. C'est vrai que dans le processus qui nous a amenés maintenant ces 5 dernières années, je pourrais dire, sur le sujet de la biodiversité, on a essayé de ne pas reproduire des erreurs du passé de notre filière et de notre écosystème. C'est vrai, à l'initiative du projet biodiversité par satellite, on s'est ancré dans une démarche co-constructive avec des acteurs de la biodiversité. Oui. Donc, ils nous ont accompagnés dans le prototypage du futur service. Et donc, ça a été nos premières références. Ça paraît très simple, ce que je raconte. Ça a été nos premières références dès 2018, quand on a attaqué le marché de la biodiversité des collectivités. On a dit, regardez, qui nous a déjà fait confiance? Ils ont déjà acheté le service, ils ont cofinancé le projet R&D. Et donc, on avait déjà ces vitrines, finalement, qu'on a juste eu à faire bouillir la marmite, aller voir le plus grand nombre pour que ça fasse effet boule de neige. Et aujourd'hui, ça fait boule de neige. Bon, mais... Peut-être une des seules applications. Alors, justement, génère du business. Justement, moi j'aimerais bien que Philippe Latte s'exprime là-dessus, parce qu'en préparant cette table ronde, je me suis quand même rendu compte que c'était effectivement très difficile pour les membres du pôle aérospatial, par exemple, Aerospace Valley, par exemple, d'approcher les collectivités, en tout cas de conclure avec les collectivités, de les approcher peut-être pas, mais de conclure. Et ça ressemblait même un peu au parcours du combattant. Alors c'est pas le cas d'Aurélie Duhoucq, elle vient de nous donner quelques clés d'ailleurs qui vont peut-être tous vous aider maintenant à démarcher autrement. Mais vous confirmez cette difficulté ou c'est un fantasme? Alors, d'abord, en fait, les choses ont bougé beaucoup dans ces dernières années. Elles ont bougé de deux côtés. Du côté de la demande. C'est-à-dire ce qu'on a vu et qu'on voit de plus en plus, c'est que la demande des collectivités autour de toutes ces thématiques-là est en très forte augmentation, à la fois sous une pression citoyenne, sous des pressions réglementaires qui vont se durcir au cours du temps. Donc, je dirais, la demande, elle est là, elle va augmenter partout dans le monde. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Et d'ailleurs on voit bien, puisqu'effectivement du coup on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de sociétés qui utilisent les données spatiales pour développer des services, qui adressent ce marché en expansion en se disant, ben voilà, tout ça, ça va grossir et il va y avoir des marchés partout dans le monde parce que cette problématique-là, c'est une problématique mondiale et grâce au spatial, je vais être capable d'adresser finalement des services, de développer des services qui vont être applicables quel que soit l'endroit de la Terre où est ma ville ou mon territoire. Donc du côté de la demande, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne peut que se développer. Du côté de l'offre, faut bien voir qu'aujourd'hui, tout ça, c'est quand même un petit peu récent. Pour donner un exemple, aujourd'hui, on a une 50aine d'entreprises dans Aerospace Valley qui tournent autour de ces thématiques-là. La grande partie a moins de 10 ans. 80% ou 90% des entreprises ont moins de 10 ans. Quand je suis arrivé au pôle il y a 10 ans, il y en avait 15 qui faisaient des services autour du spatial. Et voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très récent.
qui est lié au fait que les données, finalement, l'afflux des données spatiales, gratuites, de très haute précision, etc., est aussi quelque chose d'assez récent. Hein, c'est 4-5 ans. Donc, du côté de l'offre, on a eu une expansion de l'offre assez importante, qui est soutenue, je dirais, au niveau régional, national, européen, par énormément d'argent de soutien à l'innovation. Oui. Le spatial et ses applications, il y a beaucoup d'argent pour l'innovation. Donc, ce qui fait qu'il y a eu finalement ce développement de services basés beaucoup sur de l'argent public. Et puis maintenant, effectivement, on arrive au nœud, c'est comment finalement vendre ces services. C'est ça. Et là, effectivement, on retombe sur le problème. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, c'est qu'est-ce que peut mettre en place des structures intermédiaires. Alors, ça peut être le pôle, mais ça peut être d'autres structures. Donc, il y a eu des tentatives qui ont été faites. Le CNES et la région Occitanie ont mis en place, il y a quelques années, quelque chose qui s'appelait InSpace, qui a commencé à marcher, puis pour tout un tas de raisons, ça s'est arrêté. Voilà, notamment avec l'UGAP, on en reparlera. Donc, aujourd'hui, et c'est un peu l'objectif, effectivement, de notre table ronde, et surtout ce qui va être derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place collectivement pour que tous ces services qui ont été financés beaucoup par de l'argent public, ils puissent maintenant passer dans l'étape marché. Et effectivement, voilà. Et donc là, je pense que je vais laisser la parole à on va faire réagir Pierre, mais évidemment. parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que, comme je l'ai dit, les entreprises sont jeunes, donc elles n'ont pas forcément de capacité de marketing et de commerce très importante. Donc du coup, il faut trouver un moyen de les aider en s'appuyant sur des structures existantes qui sont et puis capables les de les collectivités, référencer. elles croulent sous Voilà, les exactement. demandes. Il y a beaucoup de choses. Ça complique quand même la donne, effectivement. Tout à fait. Donc je reviens tout à fait à cette notion de tiers de confiance, mais qui va au-delà du tiers, qui est aussi peut-être le développement commercial. Ça peut aller. Quelle approche ? Voilà, il y a plein d'aspects derrière ce tiers de confiance. Hein. C'est la qualité, mais ça peut être aussi le développement, la formation, parce que tu en parlais Agnès, mais les collectivités, il faut peut-être aussi, il y a tout un volet formation, accompagnement, en disant, vous avez de nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, et il se trouve qu'il y a des outils qui vont vous permettre de répondre facilement à ces nouvelles réglementations. Mais encore faut-il que les gens soient au courant, qu'ils comprennent, etc. Donc il y a aussi, sans doute, un travail de formation, de sensibilisation. Alors on va faire réagir Pierre Nguyen sur tout ce que vient de dire Philippe. Je vais peut-être déjà prendre juste 30 secondes pour expliquer ce que c'est que l'UGAP. Peut-être, oui, c'est vrai qu'on peut-être, parce que tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Donc allons-y, vous avez raison. L'UGAP, centrale d'achat public, donc, dont l'objectif est de faciliter l'accès à la commande publique des entreprises telles que celles qui sont dans votre pôle, mais surtout de faciliter l'action d'achat de nos clients. C'est ça. Nos clients, on peut reconnaître 3 typologies de clients à l'UGAP. La première, c'est l'État et ses opérateurs. Donc l'État, c'est l'Élysée, c'est Matignon, c'est les préfectures de région et les préfectures de département. Deuxième typologie, les collectivités territoriales, conseils régionaux, conseils départementaux, intercommunalités, métropoles et communes. Et puis troisième, ce sont tout ce qui est tous les acteurs du social et de la santé, en l'occurrence les maisons de retraite et les hôpitaux publics. Et en fait, toutes ces structures ont une complexité, c'est qu'elles manipulent de l'argent public. Et à partir de là, elles sont dans l'obligation, lorsqu'elles souhaitent acheter un produit ou un service, de respecter ce qu'on appelle le Code des marchés publics. Et qui était finalement, finalement une sécurité, finalement, parce qu'il s'agit de nos deniers. Hein. C'est un peu votre argent, Agnès, mais un petit peu trop mien, je pense. Et comme ils manipulent l'argent public, ils sont dans l'obligation, effectivement, de respecter toute une batterie, on va dire, de réglementations qui complexifie l'achat auprès de l'acheteur lorsqu'il doit acheter un produit tel que ici. Donc vous êtes un décomplexificateur de tout cela ? Vous l'avez très bien dit. Hein. Voilà. Vous avez vu, je me suis appliquée. On peut dire un facilitateur ? On est un facilitateur. L'UGAP est un facilitateur de la commande publique. On travaille sur un modèle d'achat pour revente, c'est-à-dire que nous achetons des produits et des services auprès d'entreprises telles que la vôtre, en respectant le Code des marchés publics. Et comme nous avons respecté le Code des marchés publics en amont, nous pouvons les revendre derrière auprès de toutes ces structures publiques en dispense de procédure. En dispense de procédure. C'est du clé en main. En fait, vous proposez aux collectivités du clé en main. Du clé en main, de la facilité. Pardon, je vulgarise un peu, c'est peut-être pas exactement les mots. Grossir le trait, c'est exactement ça. Ça ressemble à ça, vu de l'extérieur.
Au sein même de l'UGAP, vous avez vous-même une démarche d'innovation de rupture. C'est ce que vous m'avez expliqué quand on a préparé cette table ronde. En quoi elle consiste cette démarche? Alors, l'innovation, vous avez deux typologies d'innovation. Innovation incrémentale, innovation de rupture. L'innovation incrémentale, c'est l'amélioration constante des produits. Ouais. Et ça a toujours été dans l'ADN de l'UGAP de proposer l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3 jusqu'à l'iPhone 11. Ouais. Par contre, ce qui est un peu plus complexe, c'est de détecter des solutions dites innovantes de rupture. Oui. L'innovation de rupture, je le rappelle, c'est l'arrivée d'un nouveau produit, éventuellement sur un nouveau marché, et qui vient en rupture de ce qui existait avant. Et effectivement, cette typologie d'innovation est un peu plus rare, entre guillemets. Et effectivement, l'UGAP a essayé, depuis de nombreuses années, on le fait parfois avec, on va dire, des succès, mais également parfois des échecs. Donc, si on revient sur la notion de tiers de confiance, l'UGAP est un tiers de confiance, mais par contre, on a quand même connu par le passé, malheureusement, des échecs. Et ça, c'est lié à la notion de risque de l'innovation. Et donc, on essaye de développer de plus en plus et d'intégrer dans le catalogue des innovations de rupture. Les drones, la donnée satellitaire, et bientôt peut-être des solutions pour les territoires de demain et les territoires connectés. Alors vous avez intégré à votre catalogue, si je ne me trompe pas, et je me retourne vers Aurélie, ICEE fait partie du catalogue UGAP. Explique-moi à quel moment se fait la connexion, comment se fait la connexion et comment se passe la collaboration, si j'ose dire. On s'est rencontrés il y a 1 heure en fait, juste. Et déjà vous êtes dans le catalogue, vous êtes trop forte. Non, c'est une démarche qui a commencé en 2016, donc sous l'initiative d'InSpace, justement, l'association qui a été créée pour cela, qui est venue à la rencontre de l'UGAP en disant, voilà, on a toute une batterie de solutions extrêmement innovantes autour de la donnée satellitaire, et ces solutions, maintenant, commencent à être démocratisées sur l'espace public. Et on cible effectivement des collectivités telles que la métropole, par exemple, de Toulouse. Par contre, on a une problématique, c'est qu'à chaque fois que ces solutions sont confrontées à des acheteurs publics, il faut déjà faire accepter l'innovation auprès de ces acheteurs, ce qui est déjà compliqué. C'est ce que disait Agnès, voilà. Et une fois que le service technique a accepté et a vu la pertinence de la solution, on se retrouvait confronté à une deuxième problématique qui est celle de l'achat, de l'acte d'achat. Et effectivement, vous, l'UGAP, vous pourriez nous aider. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Et donc là, on a entrepris une démarche de partenariat avec InSpace qui continue jusqu'à présent. Et on a intégré des solutions telles que ICEE. Jusqu'à présent, je crois que c'est entre 40 et 50 solutions qu'on a pu intégrer à notre catalogue et qui sont recommercialisées à travers le catalogue de l'UGAP, toujours en dispense de procédure. Mais là, je vais laisser... Oui, je reviens à vous, Aurélie, sur ce travail avec l'UGAP. En quoi c'est bien pour ICEE? En quoi ça facilite les choses pour ICEE? Sur certaines de nos activités, de nos produits, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau aussi de maturité de certaines d'entre elles, où finalement, notre client, notre prospect, il ne va plus nous demander de faire la preuve technique, mais directement, il nous pose la question et comment on achète. D'accord. Donc c'est vrai que cette question, elle est centrale. Et on a la chance, et là, c'est vrai qu'on en parlait encore il y a quelques instants, c'est très récent. La table ronde, vous refaisiez effectivement. Je vous dis vite, c'est à nous. Nos solutions sont référencées déjà depuis un certain nombre d'années à l'UGAP, mais effectivement, le challenge pour nous, c'est de nous emparer, nous aussi, à ICEE, et puis chacun des membres de notre communauté, porteurs de solutions, de cette capacité de faire la promotion de l'UGAP aussi auprès des collectivités. Parce que les collectivités, elles ne savent pas qu'elles peuvent acheter du service à l'UGAP. Grosso modo, c'est tout ce qu'elles me disent. Alors, une fois qu'elles ont compris, ah oui, on peut acheter des fournitures et vos solutions et vos services, c'est bon, la messe est dite, on va procéder comme ça. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a sous-utilisé aussi cet argument côté ICEE. Et en ce début d'année 2021, à toutes les collectivités auxquelles je parle, finalement, 1 sur 2 me dit c'est comme ça qu'on va faire. Parce que je n'ai pas envie de m'enquiquiner avec mon service achat, d'essayer de leur faire passer le truc en justifiant du caractère innovant, et R&D, prototypage, démo, enfin, tout ce qu'on veut. L'UGAP, c'est le petit bijou qui met fin à la discussion et sur lequel on se dit on veut la solution d'ICEE, dans 2 mois, je peux l'avoir acheté avec l'UGAP. Agnès, alors je m'adresse à vous en tant qu'élue et non pas en tant qu'ancienne présidente du pôle. Vous connaissez l'UGAP? Vous connaissiez l'UGAP? Je connaissais l'UGAP, oui, bien sûr, je connais l'UGAP, mais je pense qu'effectivement, c'est un bon acteur
Il faudrait qu'ils aillent, ils sont déjà allés assez loin, parce que je pense qu'effectivement, pouvoir référencer et permettre aux acheteurs publics de pouvoir donc se doter de moyens très innovants en ayant eu effectivement cette enquête préliminaire qui permet de le faire sans être un spécialiste du spatial, sans être un spécialiste de l'océanographie et en considérant qu'il y a eu effectivement ce travail amont qui permet de le faire sereinement, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. Et je pense qu'il faudrait vraiment déployer ça de façon le plus large possible parce que on va être challengé par d'autres villes qui auront peut-être d'autres méthodes en termes d'achat public et on pourrait être un peu distancé sur l'adoption de ces activités innovantes au sein de l'activité des collectivités. C'est vrai que la métropole de Toulouse aurait eu l'opportunité d'être avant-gardiste. Et effectivement, je rejoins Agnès, est en train d'être doublée par celles qui ont eu peut-être une ambition plus forte de s'approprier. Et je ne pense pas que le côté innovation, ce soit... Enfin, on le sait tous, je crois qu'il y a un quart ou un cinquième des acheteurs qui sont sensibles à l'innovation. Ouais. Tout le reste, il faut les séduire par des arguments très concrets et très analyse coût-bénéfice, finalement. Ouais. C'est un risque. Vous savez, on racontait toujours l'histoire des gens qui devaient acheter des ordinateurs dans les années 80, où ils disaient, on fait un appel d'offres, de toute façon, on sait très bien qu'on achètera de l'IBM, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne se fera jamais reprocher d'acheter le leader mondial du sujet. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on va acheter des produits innovants, imaginez que ça coince à un moment donné, pour je ne sais quelle raison, soit parce que l'entreprise a une défaillance, il y a une différence technique sur le résultat, c'est pas compatible avec ce qu'on faisait avant, ou que sais-je. Il y a des réclamations des riverains, il y a des réclamations d'habitants. C'est un risque aussi que prennent les acheteurs en adoptant des technologies qui sont très, très disruptives par rapport à ce qui se faisait avant. Et celui qui n'a pas envie de prendre de risques, il ne le fait pas, Et la tendance humaine, elle est un peu là quand même. Pierre ? C'est bien connu que celui qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait jamais rien. Donc, c'est pas en rentrant dans cette, on va dire, dans cette zone de confort d'acheter ce qui est le plus standardisé qui fera progresser finalement l'innovation à la fois dans sa structure, mais également l'innovation dans l'économie française. Donc, effectivement, il faut savoir, en tant qu'acheteur, prendre cette part de risque de temps en temps, tout ça dans des enjeux de développement économique et de donner sa chance finalement à des structures qui, elles, osent investir dans l'innovation. Je crois que c'est très important ce que dit Pierre, parce qu'effectivement, l'achat innovant, si on ne fait pas le pas, on ne va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Et la plupart des entreprises, quand elles me parlent, elles me disent « mais tu sais, on préférerait 1000 fois avoir une commande qu'une subvention. » Parce que là, au moins, on fait du chiffre d'affaires, on a l'impression qu'on existe, qu'on ne vient pas chercher la mendicité, qu'on fait la preuve de ce qu'on sait faire. C'est beaucoup plus enthousiasmant pour les équipes de recevoir une commande. En plus, on est référencé, donc ça veut dire que pour aller chercher de nouveaux clients, ça a un effet démultiplicateur énorme. En termes donc, d'image, ça aussi, en termes de positionnement de notre économie et des entreprises, des jeunes pousses qui vont constituer le territoire de demain, Elon Musk, il a eu une commande de l'État américain, je veux dire, on ne peut pas dire le contraire. Philippe ? Une réaction ? Non, je croyais que vous vouliez réagir, je vous voyais hocher de la tête. Non, mais c'est... Oui, en fait, il faut bien voir que derrière tout ça, il y a quand même des risques. Aujourd'hui, on a un territoire qui est encore le leader du spatial, je dirais, sur la partie infrastructure en Europe, satellites, tout ça, et des applications. Mais tout ça, c'est très fortement challengé. Donc partout en Europe, il y a des gens qui développent des tas de services, etc., beaucoup plus facilement qu'avant. Et puis surtout, il y a les GAFA et il y a Google qui, par exemple, commence à proposer des services à partir de données spatiales, plus ou moins gratuites, essentiellement européennes d'ailleurs, visant à fournir des services aux villes sur la qualité de l'air,
hier. Tout ça, ça apparaît, c'est très récent. Donc, en fait, il faut bien voir que derrière ça, il y a des questions derrière de souveraineté, de développement économique, etc. Et effectivement, c'est ce point-là, pour que les territoires, finalement, prennent conscience que l'achat de solutions alors, locales ou à minima nationales est aussi un enjeu de souveraineté et de développement économique, c'est quand même central. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas. Voilà, que ce soit bien le cas. Et en tout cas, quand on écoute nos entreprises, on ne peut pas dire qu'ils disent que les gens, les acheteurs réagissent de façon très, je dirais, positive sur cet argument-là. Aurélie Pour le coup, je crois que le barycentre de notre grand territoire intra-régional sur le spatial va se déplacer sur Bordeaux. Bordeaux Métropole achète aujourd'hui de la biodiversité satellitaire. Et donc, je rejoins un tiers de confiance. On est dedans, parce que ça aurait été certainement aussi difficile que ce qu'Agnès essaye de faire à Toulouse. On est rentré là aussi par une petite porte au travers d'un tiers de confiance scientifique, l'Université de Bordeaux, qui était déjà inscrite dans un grand programme biodiversité, avec le C de la cité. Et là, c'est la phase 2 qui s'enchaîne, dans lequel ICI est rentré avec une certaine ambition de doter le territoire de cet outil satellitaire pour une cartographie dynamique, de la biodiversité à des niveaux un petit peu plus fins que ce dont a parlé Terranis dans la vidéo. Aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller dans des cartes assez fines en termes de typologie de végétation, typologie d'habitat naturel. Et donc de pouvoir suivre comment un espace, par exemple, en renaturation, dont on lui recherche à lui redonner une valeur patrimoniale en termes de végétation et une valeur écologique, suivre la trajectoire de cet écosystème, des espèces qui l'habitent, et certaines espèces ayant une valeur écologique plus forte que d'autres. Et ça, le satellitaire, la richesse des bases de données qu'on a aujourd'hui à disposition, et Copernicus, le dispositif Pléiade, là, qui permet à nos institutionnels publics d'avoir accès à cette donnée très haute résolution à moindre coût, ou à coût zéro, c'est cette donnée-là, aujourd'hui, qui effectivement est en train de venir se pluguer aux enjeux de biodiversité qu'on connaît bien et qui nous transportent, pour le coup, mais dont notamment notre métropole voisine, là, à Bordeaux, est en train de s'emparer également. L'outil de la commande publique innovante, on n'en a pas ou peu parlé. C'est peut-être quand même quelque chose sur lequel il faudrait qu'on revienne dans cette table ronde dont la thématique est justement quel levier pour faciliter l'achat public. L'outil de la commande publique innovante, c'est un outil dont vous vous servez Oui, absolument. Dans le cadre des challenges innovation, c'est ce qu'on a utilisé. Et il y a une vraie bonne volonté de la part des services achats et de l'élu en charge des achats pour utiliser cette possibilité que nous offre la loi. Donc ça permet effectivement d'avoir une mise en concurrence moindre, dans la mesure où on peut prouver qu'effectivement il y a une innovation particulière. Enfin, je crois, moi je ne suis pas du tout une spécialiste des achats publics, mais j'ai cru comprendre qu'effectivement il y avait une facilité de pouvoir choisir des services ou des produits innovants, et donc le processus d'achat en est simplifié. Donc oui, je pense que c'est totalement indispensable qu'on soit doté de ce genre d'outils. Moi, j'irais encore plus loin, quoi. C'est-à-dire, moi, je rêverais qu'on ait même un espèce de centre de recherche de la pratique publique, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, qu'on fasse un peu le CEA de la... Je sais pas... Et qui pourrait être à l'initiative de ça? Je ne sais pas, mais il faudrait que ce soit un peu collectif, effectivement, qu'il y ait une recherche. Parce que ce que vient de dire notre collègue est très important. Moi, j'ai reçu Terranis, que j'adore, que je trouve très compétent, etc. Mais, en l'occurrence, avec ce système des achats innovants, on n'a pas fait on s'empêche un peu d'aller chercher la boîte la plus innovante possible qui pourrait être à Bordeaux, ou à Nantes, ou à Berlin. Parce que, bien évidemment, on se dit, comme je dis ce que je disais tout à l'heure, comme on veut bien faire, on veut se dire, oui, mais c'est aussi parce que c'est nos boîtes qui sont sur notre territoire, etc. Donc, on va préférer celle-ci, mais en l'occurrence, ça va pas aller très loin, ce genre de raisonnement. C'est-à-dire que, OK, on va aider cette entreprise-là, parce que l'intérêt, ce serait de dire, élevons-nous un petit peu, essayons d'identifier effectivement
de quel genre de mesures et quel genre d'actions les collectivités ont besoin de prendre eu égard à l'analyse de la biodiversité, du nombre d'arbres, de la surface végétalisée, de la perception des habitants. Enfin, voyez, et on pourrait imaginer, parce que l'entreprise, elle a son prisme, elle fait ça de façon pointue, etc. Mais elle n'a pas vécu à l'intérieur de la collectivité, donc elle progresse petit à petit, justement, en discutant. Thématique, finalement. Exactement. S'inscrire. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de le faire de façon plus collective, à plus haut niveau, en disant, voilà, le besoin d'analyse des collectivités dans ce domaine-là, il est celui-là, 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 et on va faire on va rassembler un petit peu toutes les solutions qui seraient possibles. Et on aurait, si on dit, ben voilà, on a besoin d'un outil pour mesurer notre biodiversité et les surfaces végétalisées, eh bien, le meilleur outil, il y en a 3, c'est ceux-là, c'est un peu Terranis, un peu ICI, un peu... Vous voyez, je parle comme un livre, hein, mais il me semble qu'il y aurait matière... C'est ce qu'on leur a dit de faire, Agnès, ils ne vous ont pas mis dans leur offre, les Terranis? Si, sûrement. C'est des bons camarades. Ils nous regardent, en tout cas, là, ils l'ont bien entendu. Excuse-moi, juste sur les achats innovants, il faut bien voir que c'est un dispositif temporaire qui pourrait s'arrêter cette année. Ah. Alors justement, très bien, on va laisser la parole à Pierre sur cette question. Effectivement, sur les achats innovants, il y a toute une série de procédures spécifiques. Et la procédure actuellement qui, entre guillemets, à la mode, c'est celle des achats innovants à moins de 100 000 euros. En fait, vous savez que le Code des marchés publics impose à partir de 40 000 euros de lancer des appels d'offres publics. Ce seuil, pour les entreprises de petite et moyenne taille innovantes, a été relevé à 100 000 euros de manière temporaire sur une expérimentation qui a commencé le 24 décembre 2018, pour une durée de 3 ans, et qui va se terminer cette année, à la fin de l'année, au mois de décembre. C'est une expérimentation. L'État est en train de faire le bilan de savoir si cette procédure a été exploitée ou pas, et si elle a été largement exploitée, et elle verra derrière si elle le poursuit ou pas. D'accord. Donc effectivement, c'est temporaire, cette procédure est temporaire, mais il en existe d'autres. Celle, par exemple, pour l'achat de recherche et de développement existera toujours. Et puis l'UGAP est aussi un outil pour faire de l'achat d'innovation. Alors justement, est-ce que vous les accompagnez jusque-là? Est-ce que vous avez répondu à ma question personnellement? Et comment ça se passe? Alors, effectivement, à l'UGAP, effectivement, notre rôle, c'est de détecter des solutions innovantes, de les intégrer à notre catalogue par tous les moyens, on va dire, juridiquement possibles, et puis derrière, de les recommercialiser. Et on offre effectivement à nos clients des prestations, des solutions innovantes, clés en main, en fonction de leurs demandes. Mais vous allez vous accompagner les collectivités jusque dans leur stratégie de Smart City, par exemple? Alors, dans les sujets de Smart Cities, oui, effectivement, on peut accompagner les collectivités, nos clients, dans l'élaboration, parce que je pense que c'est de là où tout doit démarrer. Pourquoi je dis ça? C'est que cette notion de territoire intelligent, de Smart Cities, la métropole de Toulouse la connaît bien, mais pour les autres collectivités, la première chose qu'elles nous demandent, à 95%, mais c'est quoi la Smart Cities? C'est quoi le territoire intelligent? Une grande majorité des personnes, des élus, ne savent toujours pas ce qu'est la Smart Cities. De la même manière qu'on ne sait pas forcément qualifier non plus ce qu'est la ville durable. Qu'est-ce qu'on met dans, finalement, ville durable et intelligente? C'est une vraie question. Est-ce que toutes les collectivités mettent la même chose là-dedans? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, pour un élu, finalement, la ville du futur, c'est celle que lui a dans sa tête et souhaiterait construire à partir de son historique, déjà, de ce qui est actuellement sur le territoire, et depuis, surtout, sa vision politique. Donc, la ville de demain, finalement, c'est celle que l'élu souhaiterait construire. L'UGAP n'est là que pour accompagner, pour faire comprendre ce que c'est que la ville de demain, de proposer des solutions pour que, à partir de ces solutions, l'élu puisse composer sa ville de demain. Mais effectivement, c'est chaque territoire, finalement, bâtit sa ville de demain telle qu'il la perçoit et telle qu'il voudrait qu'il soit. Vous confirmez, Agnès, les enjeux de la ville de demain, une ville durable, une ville intelligente, Toulouse a défini les grandes lignes de cette ville-là ou... Alors, il y a eu toute une démarche dans le précédent mandat menée par un élu qui est Bertrand Serpe, qui a effectivement œuvré
pour définir, acculturer, défendre un peu les principes de ce qu'on appelle la Smart City. Donc ça touche pas mal de sujets, ça touche les transports, ça touche la voirie, les transports en commun, la voirie, ça touche effectivement le vélo, ça touche les méthodes, la compréhension des besoins des habitants. Enfin, c'est très très vaste. Hein. C'est pas que uniquement l'organisation de la ville. C'est très très vaste. Il n'y a pas de programme commun avec les autres grosses agglomérations. Il y a une démarche européenne. Alors j'en parle parce que je suis membre du conseil de cette structure qui a promu ce qu'on appelle des Knowledge Innovation Community, et il y en a une sur la mobilité urbaine, donc c'est pas Smart City mais mobilité urbaine, auquel Toulouse vient d'adhérer pour pouvoir justement, là c'est européen, hein, donc on a vraiment tout ce qui se passe de nouveau dans le domaine des nouvelles mobilités urbaines à l'échelle de toute l'Europe. Donc on a une très bonne vision de ce qui est possible, de ce qui est innovant, et on encourage beaucoup des acteurs de notre territoire à proposer des projets ou à contribuer finalement à ces projets. Et c'est vrai que là, on se frotte à des entreprises, à des laboratoires de recherche qui font vraiment ce qu'il y a de mieux dans le domaine. Donc c'est une bonne manière de s'approprier ces technologies-là. Voilà, donc ça touche plein de choses. C'est d'ailleurs, entre guillemets, Smart City, c'est un peu si je le dis gentiment, c'est un mot valise. Si je le dis de façon un peu plus coriace, c'est un peu la tarte à la crème aussi. Oui. Hein. On y met tout, c'est un peu ce qu'on disait, tout à fait. Ouais. Pierre Nguyen, vous vouliez réagir? Oui, je suis totalement d'accord. C'est un terme effectivement qui est effectivement un peu trop techno, hein, oui. et parfois mal interprété également. Parce que la Smart Cities, et si on prend la définition du terme smart et sa traduction anglaise, c'est un territoire, c'est une ville qui est intelligente, mais aussi peut-être maligne, d'une certaine manière, dans son fonctionnement. Et il ne faut pas ramener ça de manière permanente à la technologie. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un tronc commun à la Smart Cities que tout le monde comprend, qui est l'exploitation des nouvelles technologies dans un environnement et dans des objectifs de développement durable. Mais on peut aussi faire du territoire intelligent sans forcément déployer des capteurs à tout va. Voilà. Okay. C'est l'exemple de différentes grandes villes, telles qu'à Barcelone, par exemple, qui ont mis en place des projets estampillés Smart chez eux. Il faut savoir que Barcelone, c'est quand même une des plus grosses communautés Smart Cities au monde, où ils ont développé des solutions intelligentes avec zéro technologie. Hein. D'accord. Alors, il nous reste que quelques minutes, et je voudrais quand même poser une question qui me semble importante à Philippe Latte. Quel peut être le rôle du pôle Aérospace Valley on a l'impression qu'il y a un chaînon manquant. Est-ce qu'il pourrait jouer le rôle de ce chaînon manquant, et si oui, de quelle manière? Et là, directement, je m'adresse à ceux qui nous regardent et qui se disent oui, mais moi j'aimerais bien y aller, je suis confrontée à un certain nombre de problématiques. On leur a apporté quelques réponses. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer le rôle de ce chaînon manquant? Alors, effectivement, donc, on y travaille, parce qu'effectivement, de toute façon, c'est une demande de nos membres. Hein. Oui. Enfin, Aurélie peut en témoigner, mais c'est une demande de nos membres, de les aider sur ce sujet-là. Donc, le premier élément, c'est qu'effectivement, il y avait un travail initial qui avait été fait assez important de référencement de services, etc. Donc, avec Pierre, là, justement, on travaille depuis quelque temps la remise à jour de ce référencement, parce que c'est aujourd'hui, les choses aussi ont bougé en 3-4 ans. C'est-à-dire les services proposés sont beaucoup plus matures, donc ils peuvent être proposés vraiment comme des services opérationnels, en tout cas beaucoup. Donc ça, c'est quand même une avancée. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est le référencement. C'est-à-dire que, voilà, de manière à ce que, effectivement, quand une collectivité veut l'acheter, elle peut le trouver facilement, etc. Donc ça, c'est un sujet important. Le second sujet, qui est un peu plus compliqué, et là, il faut qu'on en discute avec les territoires. On a commencé avec les métropoles, les régions. C'est cette histoire de territoire d'expérimentation, c'est de se dire il faut absolument que nos territoires, donc les deux régions et l'essentiel des métropoles qui sont partie prenante d'Aérospace Valley, quelque part, ils jouent le jeu, et alors ils le font déjà, mais que ce soit peut-être plus visible,
plus amplifiée pour que les entreprises puissent avoir des commandes de services qu'elles puissent ensuite promouvoir dans d'autres villes ou à l'étranger. Donc ça, ce référencement, ce premier client est quelque chose de très important. Bien sûr. Qui est assez compliqué, on l'a vu. Le premier est assez simple, on voit bien, on a travaillé pas mal, on voit bien. Le troisième sujet, effectivement, c'est le développement commercial. Donc ça, tout à l'heure, on a commencé, là aussi, on discutait avec un certain nombre d'entreprises. C'est finalement, une fois qu'on a des services référencés, une fois qu'on a un premier client, maintenant, comment faire pour aider des entreprises qui sont un peu petites à aller démarcher des collectivités en France, en Europe, voire dans le monde. Alors, il existe tout un tas de dispositifs d'aide à l'export, etc., mais qui sont plutôt des aides individuelles. Hein, il y a plein de choses. Oui. Les régions travaillent beaucoup là-dessus, etc. L'idée, ce serait quand même de travailler sur peut-être des espèces de groupes d'entreprises qui ont des cibles communes et faire effectivement travailler sur du business développement commun pour adresser, notamment quand on part à l'étranger, il faut travailler en commun parce que c'est des questions de partage de coûts. Donc voilà, donc en fait ce sont les trois axes, je dirais, qu'on va essayer de travailler. De travail. Voilà, qui sont déjà dans le tuyau. Et que vous avez engagé dans des discussions fort intéressantes juste avant cette table ronde. Et j'en suis sûre qu'ils vont se poursuivre dès qu'on va rendre l'antenne. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur ce plateau et de nous avoir éclairés sur cette question. Dans un instant, 2 ateliers techniques vont vous être proposés. Le premier consacré à l'écosystème d'excellence EDIA, économie de la donnée et intelligence artificielle. Et le deuxième, lui, sera consacré à l'écosystème d'excellence SMP, structure, matériaux et procédés. C'est ainsi que se terminent les Aerospace Digital Days. Merci beaucoup d'avoir passé ces 2 jours avec nous. Nous sommes ravis d'avoir pu maintenir une édition même en 100% digital. Merci à tous et merci surtout à tous les intervenants qui se sont succédés ici pour cet événement. Le site web sur lequel vous vous êtes inscrit reste ouvert pendant plusieurs semaines, donc n'hésitez pas à y retourner pour y consulter les replays et pour poursuivre vos échanges avec les membres participants. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.